Bonjour à tous, bienvenue sur Tuto Blender, dans cette série axée sur le rendu dans Blender. Vous êtes ici dans la deuxième vidéo de cette série, et cette deuxième vidéo est une deuxième partie à la première. Dans la première vidéo, on a commencé à voir les options de rendu dans Blender, donc tous les petits boutons que vous voyez ici, là, qui permettent de définir les paramètres lorsque vous voudrez enregistrer une image depuis votre scène 3D. Et puis, comme le tuto s'allongeait, qu'il était assez long, j'ai préféré couper, même si j'ai coupé un peu vers la fin, mais je profite de cette vidéo pour compléter les informations de la première partie sur les options de rendu dans Blender. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons déjà vu par ici plein de choses, tout ce qui était rendu ici, dimension, output, toutes ces choses qui sont au-dessus, je les ai déjà abordées. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à aller voir la vidéo précédente. Je vais mettre un lien vers cette vidéo précédente à l'écran. Et dans cette vidéo, on va continuer à partir de... On s'était arrêté sur les light paths ici. Donc je vais reprendre sur motion blur et je vais aller sur film, performance, post-processing, je vous explique vite fait, mais il n'y a pas grand-chose. Et le bake, c'est une section qui va avoir sa propre vidéo plus tard dans le cursus. Du coup, je ne passerai pas dessus pour l'instant. Du coup, ça va être une vidéo, j'imagine, pas trop longue. Je me donne peut-être tort parce qu'au final, on verra bien ce que ça donnera. Mais qui va couvrir donc trois grands trucs principaux, le motion blur, le film et les performances qui sont en dessous. Donc sans plus tarder, eh bien, allons-y. Commençons donc par le motion blur qui est ici. Motion blur, c'est du flou de mouvement en langage français. Ce que ça veut dire, c'est que par défaut, Blender, lorsqu'il fait un rendu, lorsqu'il enregistre une image, il fait une image parfaitement fixe de tout ce que vous avez dans votre scène 3D. Or, en vrai, dans la vie réelle, si vous prenez une vidéo, ou même sur des caméras, sur des images fixes avec un appareil photo, vous allez avoir, dès lors qu'il y a un mouvement dans l'objectif, dès lors qu'il y a un mouvement que vous prenez, vous allez avoir une sorte de flou de mouvement, parce que lorsqu'on enregistre toute une image, on ne peut pas avoir simultanément exactement tous les pixels au bon moment. Donc entre le temps où on a pris le pixel numéro 1 et le pixel numéro 50, ce qui est à l'écran, même si c'est qu'un tout petit peu, ça a bougé. Et donc, comment c'est transcrit sur l'image à la fin, c'est qu'on a une sorte de flou de mouvement. C'est-à-dire qu'on peut pas, lorsque quelque chose bouge, même dans la vie réelle, lorsque vous voyez avec vos yeux des choses qui bougent, vous perdez du détail sur cet objet qui bouge parce qu'il est plus difficile de capter tous les moindres petits détails de cet objet. Et donc, lorsqu'on veut faire un rendu plutôt réaliste, lorsqu'on veut faire des animations ou faire même des images photoréalistes dans Blender, il est important de prendre en compte ce détail parce que sinon, bah, sans motion blur, ce qui est par défaut dans Blender, vous allez faire plutôt ce qui s'apparente à du stop motion, donc des images oui, en stop motion. Là, ça va être très, très pratique pour faire ce genre de résultat-là, mais pas pour faire du photoréalisme. Donc, eh bien, tout ce panneau vous explique facilement comment rajouter ça à vos rendus, le calculer en fait lorsque vous ferez vos rendus. Donc déjà, il suffit de le cocher. Donc à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais il y a certains onglets comme ça dans Blender qui ont besoin d'être cochés pour être activés en fait. C'est-à-dire par défaut, il est désactivé. Si vous en voulez du motion blur, vous avez juste à cliquer sur la checkbox. Et ensuite, vous avez différentes petites options. Sans commencer directement par position, parce qu'on ne sait pas position de quoi, je vais vous expliquer un peu, on parle du shutter. Le shutter, en français, c'est l'obturateur. Lorsque vous avez un appareil photo, et que donc vous prenez, vous parlez en langage photographique, l'obturateur, c'est une sorte de cercle avec plein de petits panneaux en fait qui se rétractent et qui se dilatent comme l'œil en fait. Et je sais pas si il y en a qui jouent à Portal parmi ceux qui me regardent, mais dans Portal, waouh, ce cercle est vraiment horrible. Je vais en faire un à côté. Dans Portal, vous avez le logo de Aperture Science, qui est en fait un logo avec plein de petites barrettes comme ça là, qui se referment et qui font un cercle au centre. Excusez mon dessin, c'est atroce, mais je sais pas si vous voyez, mais en gros vous avez un petit cercle au milieu et toutes ces petites languettes qui sont autour que j'ai dessinées se dilatent, enfin se pivotent en fait et agrandissent ensuite le cercle qui devient plus grand. J'ai pas dessiné, mais voilà, qui devient plus grand. Et mon schéma ressemble à rien, mais j'espère que vous comprendrez quand même. J'ai pas pensé à chercher une image pour pouvoir vous montrer ici de suite l'image d'un obturateur. Mais bon, pour ceux qui font pas de photos, j'espère que vous comprenez quand même. Pour ceux qui font de la photo, je pense que c'est logique quand même, vous allez savoir
à quoi ça correspond. Et donc cet obturateur, ce petit truc là qui se ferme et qui s'ouvre très rapidement, à une fréquence assez rapide, va vous permettre, c'est un des éléments qui permet de prendre la photo en fait, parce que il va s'ouvrir, laisser passer la lumière dans la chambre noire pour enregistrer les données, puis se refermer. Et en fonction du temps sur lequel il s'est ouvert, eh bien, on a plus ou moins d'informations qui est enregistrée pour faire la photo. Donc plus on ouvre cet obturateur longtemps, plus on capture du mouvement on capture du mouvement, de la lumière, plein de choses pendant un long moment, et donc plus on va avoir de flou à l'image. S'il y a un mouvement qui se fait longtemps pendant que c'est ouvert. Du coup, on parle du shutter. Déjà, on parle de la position. Je ne sais pas trop en quoi c'est relatif, en quoi ça change, j'ai pas fait de test, mais peut-être que pour ceux qui seront plus dans la photo, vous aurez une connaissance un peu plus pointue là-dessus. Mais on a la possibilité de faire en sorte que Blender considère l'obturateur comme étant ouvert sur différentes périodes en fait. Donc start on frame, ça veut dire que l'obturateur va s'ouvrir au moment de la frame actuelle sur laquelle on est en train de travailler. Donc il est en train de calculer une frame, une image par seconde, là, donc une image. Il va dire que l'obturateur s'ouvre à ce moment-là. Soit c'est center on frame, ça veut dire que l'obturateur est ouvert lors de la frame actuelle. Ou alors, eh ben, l'obturateur se ferme au moment où on arrive sur notre frame actuelle. Ensuite, en dessous, vous avez juste un slider qui s'appelle Shutter, et en fait, ça va être le temps d'ouverture de notre obturateur. Le shutter, je vais dire shutter plutôt qu'obturateur maintenant, le shutter va actuellement être ouvert pendant 0,5 secondes. Le temps qui est ici est basé en frame en secondes, j'ai oublié. Non, in frames, donc c'est en frame, pardon, en frame, en image. Donc l'obturateur va être ouvert pendant 0,5 images, la moitié d'une image. Si vous mettez 1 ici, bah, il sera ouvert pendant une image entière, et vous allez pouvoir donc gérer la quantité de flou que vous voulez avoir dans votre image en faisant varier ça. Donc, plus vous augmentez, plus vous aurez de flou, et plus vous le réduisez, et moins vous en aurez. Ensuite, en dessous, vous allez avoir ce panneau qui est en fait un panneau de curve. Il y a marqué Shutter Curve ici. Vous pouvez zoomer, dézoomer, enfin il y a différentes options ici, mais en fait ce qui est le plus important c'est que vous pouvez avoir les trois petits points, j'espère que vous les voyez en haut ici du panneau, et vous allez pouvoir bouger, je ne sais pas si je peux le faire ou pas, non en fait je ne peux pas le faire, je vais rajouter, non en fait je zoome pour rien, pardon, vous allez pouvoir utiliser les différentes courbes qui sont ici, qui vous sont proposées, et il vous donne déjà des courbes prédéfinies, donc vous en cliquez sur une et ça va vous mettre en place une courbe que vous pouvez ensuite venir modifier si vous prenez les petits points qui sont là. Vous pouvez venir modifier la courbe comme vous le voulez. Si vous cliquez à côté, je pense que ça vous crée un nouveau point. Donc vous cliquez ailleurs, ça vous crée un point, voilà. Et lorsque vous passez un point de l'un à l'autre, ça vous le fait passer comme il faut. Et avec ça, vous allez gérer la manière dont s'ouvre et se ferme votre obturateur, votre shutter. Donc là, ça ressemble strictement à rien. Mais si je prenais le premier par défaut, l'obturateur va au début rester assez fermé, va s'ouvrir très vite, enfin assez rapidement, rester ouvert un petit moment, puis se refermer de cette manière-là. Si vous faites ça, il va s'ouvrir linéairement, puis se refermer linéairement. Et à vous de chercher, si vous faites comme ça, il s'ouvre instantanément, se referme instantanément. Et honnêtement, ça va être ceux qui font de la photo qui vont plus savoir jouer un peu avec ça et qui vont pouvoir faire des petits tests. Et je pense pas à moins que vous ayez une très grande ouverture ici, une très longue ouverture pendant longtemps, je pense pas que ça joue tant que ça. Voilà. Ensuite, vous allez avoir le type de shutter, le type d'obturateur. C'est-à-dire que je vous ai parlé jusqu'à présent de l'obturateur en forme d'aperture shine, j'irai, mais c'est un disque en fait avec plein de petits volets qui se ferment et qui s'ouvrent. Mais vous en avez un deuxième, c'est le top to bottom, c'est le rolling shutter en anglais, et ça ressemble plutôt à si vous avez les garages qui se ferment et toutes les barres métalliques qui s'enroulent en haut du garage et qui se referment comme ça. Le rolling shutter, en fait en anglais c'est un terme qui définit ça, hein, les portes de garage métalliques qui descendent. Et en fait ça veut dire que l'obturateur, au lieu d'être un cercle, comme je montrais tout à l'heure ici, c'est une barre, enfin c'est un obturateur, c'est comme un clapet qui se ferme et qui s'ouvre comme ça. Donc c'est un clapet, hein, on va dire. Et on a l'ouverture qui est ici, donc là il est ouvert, et puis il va se fermer ou il va s'ouvrir très rapidement pour laisser passer la lumière.
Et c'est de cette manière. Donc là, ils vont faire le shutter type top to bottom. Donc lorsque vous voyez top to bottom, ça veut dire du haut vers le bas. Donc vous pensez au clapet qui se ferme et qui s'ouvre du haut et vers le bas. Et le rolling shutter duration, ça va définir le temps pour lorsque vous êtes en mode clapet. C'est-à-dire que là, il est grisé, mais si je me mets sur top to bottom, ça l'active et vous allez pouvoir régler le temps là-dessus. Voilà, on reste sur none, c'est ce qui est régulièrement utilisé. Le rolling shutter, ça vous donne un léger effet à l'intérieur, ça y rajoute un effet que vous pourriez être intéressé de rajouter dans votre rendu. C'est pour ça qu'ils l'ont mis. Donc, je vais effacer tout ça, ou alors même je vais venir ici quitter le Grease Pencil, voilà, N. Et maintenant, je vais pouvoir décocher Motion Blur et refermer l'onglet. On va passer sur Film, qui est très rapide en fait. Ce qui va être utile, c'est le plus utile en fait, le bouton le plus utile, c'est le transparent qui est derrière, qui est ici, pas derrière, mais qui est ici. Et en fait, je pensais à derrière parce que si vous vous souvenez de la vidéo partie 1, la vidéo précédente à celle-ci, quand je parlais des différentes options au-dessus, j'ai fait des rendus tests pour vous expliquer un peu les différentes options qui étaient au-dessus. J'ai fait des rendus tests. Et contrairement à vous, je devais avoir sûrement un fond qui était transparent avec un checker. D'ailleurs, si je fais un rendu maintenant avec F12, vous voyez tout le checker ici que vous voyez, c'est un checker de transparence. Ça veut dire que lorsque vous voyez ça, il y a de la transparence. Et mon rendu, lorsqu'il se fait, là on voit que ici ça a déjà été calculé, mais c'est transparent derrière. Vous ne voyez pas de fond à mon cube. Vous voyez juste le cube et aucun fond derrière. Ça c'est parce que justement j'ai cliqué sur Transparent ici. J'ai cliqué sur Transparent et en plus de ça, lorsque je vais dans les settings, dans les paramètres du monde, du world, ici à côté, je suis sur du background, j'ai pas d'image d'enregistrer, je suis juste sur... déjà je suis dans Cycles et j'ai rien de bien défini. Je suis juste sur une couleur unie. En fait, même si je mettais une image de fond comme ça, le simple fait de cliquer sur Transparent qui est ici fait que lorsque je fais un rendu, Blender va pour le fond, en fait, il va prendre tous nos objets, il va rendre nos objets avec les paramètres qu'on leur a donnés, mais tout ce qui est pas objet, tout ce qui est fond, background, arrière-plan, il le met en transparent forcément. Après, si on enregistre des images d'arrière-plan, de fond pour donner de la lumière, ça va prendre en compte les informations pour les lumières et tout ça. L'éclairage, ça on verra dans une autre vidéo, mais ça va à l'image nous montrer quelque chose de transparent en fond d'écran. Voilà, c'est juste ça. Vous l'avez peut-être de cocher pour l'instant, et si je le décoche et que je refais un rendu avec F12, on va patienter un peu que c'est calculé tout mon cube. Et voilà, là on voit déjà que j'ai un fond gris, le même fond gris, enfin le même gris que la couleur qui est ici, en fait, qui est définie en color du world, du panneau world. Mais bon, le panneau world c'est pour plus tard, c'est une autre option. Pour l'instant, je vous ai montré ce petit transparent que j'aime bien cocher, moi, pour l'instant. Après, en fonction des projets sur lesquels je travaille, je le décoche ou pas, mais j'aime bien l'avoir d'activé par défaut. Autre que celui-là, là-dedans, peut-être que vous voudrez toucher un peu à l'exposure, l'exposition. Encore une fois, c'est un lien vers la photo, la photographie, qui dit qu'en fait, c'est la quantité de lumière qui passe en fait lorsque vous faites un rendu. Lorsque vous faites une photo, je vous ai parlé de l'obturateur, le temps pendant lequel il est ouvert va influer sur le flou de mouvement, bien sûr, parce que plus il est ouvert longtemps, plus il capture du mouvement, et il va superposer tout le mouvement, et ça fait un gros flou, une grosse traînée. Mais en même temps, plus il est ouvert, et plus il y a de la lumière qui passe, et plus votre image sera claire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de surexposition ou de sous-exposition. C'est lorsque votre image est trop claire, trop lumineuse, et on perd peut-être un peu d'informations, des détails, parce que les blancs sont trop blancs, sont cramés, ou les noirs sont trop noirs, ainsi de suite. C'est dû à la surexposition ou sous-exposition. Si vous voulez jouer à avoir un effet de surexposition ou sous-exposition, vous pouvez jouer à l'exposure qui est ici, et donc contribuer à faire passer plus ou moins de lumière entre guillemets, parce que là, il y a pas c'est pas une vraie caméra et la lumière passe pas vraiment, mais le calcul quoi derrière pour lorsque vous faites votre rendu. Les deux autres qui sont derrière, honnêtement, je ne sais pas à quoi ils servent. Blackman Harris, ça risque d'être un algorithme de filtrage, vu qu'il y a marqué filter type au-dessus, mais je ne saurais pas. Et width, c'est lié au truc qui est au-dessus. Je sais pas un algorithme pour calculer quoi, comment. Peut-être c'est pour calculer l'exposition justement et la quantité, comment ils font la surexposition ou sous-exposition. Mais je ne suis pas sûr, j'ai pas envie de dire trop de bêtises, donc je me tais un peu sur ces deux paramètres-là. Voilà. Et on va fermer le film ici et on va passer à Performance, qui est un gros chapitre à voir et qui va nous prendre le reste de la vidéo. Donc Performance, là c'est directement lié à votre ordinateur et
aux capacités de votre ordinateur. Donc ça va en intéresser plus d'un, surtout ceux qui n'ont pas forcément une bécane de course. Déjà, on va parler de threads ici. Ça, c'est lié à votre processeur. Suivant que vous fassiez vos rendus avec votre carte graphique ou avec votre processeur, là, en l'occurrence, enfin, en tout cas pour Threads, la carte graphique, c'est pas pris en compte. Là, on ne s'occupe que du processeur. Ceux qui rendent leurs images, qui font les calculs avec leur processeur, ça va vous être utile ici parce que si vous vous intéressez un peu à comment fonctionne un processeur, aujourd'hui, tous les vendeurs vont vous dire ah ouais, il faut acheter celui-là, il est quad-core, il est bicore, il est enfin dual-core, je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le processeur a différents cœurs à l'intérieur, et un cœur, c'est une unité de calcul. C'est enfin un centre de calcul, si on peut dire. Et plus vous avez de cœurs en parallèle dans votre processeur, plus les vendeurs vont vous dire ah, bah, c'est très bien parce que vous pouvez faire plein de choses et il est plus puissant. Il est plus puissant, ça veut juste dire que votre cœur, chaque cœur va pouvoir effectuer une tâche à la fois ou quelques tâches à la fois, mais pas trop en parallèle. Si vous avez deux cœurs qui travaillent parallèlement, vous allez pouvoir effectuer de plus en plus de tâches sur votre ordinateur. C'est-à-dire que pour faire un individu lambda, il va pouvoir jouer aux jeux vidéo, en même temps écouter une musique sur YouTube, et en même temps télécharger un film sur quelque chose, et en même temps, vous voyez, multiplier en fait le nombre de tâches simultanées sans que votre ordinateur rame trop rapidement, ralentisse, rame, tout ça. Ça, c'est le principe des cœurs. Et du coup, ben, plus il y a de cœurs et mieux c'est. En vrai, il faut aussi voir la cadence de chaque cœur et il y a d'autres choses à voir derrière, mais en soi, plus vous avez de cœurs et mieux c'est. Mieux c'est pour vous en général lorsque vous utilisez l'ordinateur, mais en 3D, c'est pas sûr que ce soit mieux. Ça dépend du logiciel. Et en soi, Blender, il prend en compte le multithreadage. Le multithreadage, ça veut dire qu'il prend en compte le fait que vous ayez plusieurs cœurs et il peut faire en sorte qu'il utilise tous les différents cœurs pour calculer l'image. Alors que, en soi, Blender c'est un programme. Donc en fait, un programme, c'est une application qui devrait être gérée par un cœur. Donc lorsque vous allumez Blender, votre ordinateur va dire ok, il allume un programme, j'attribue ce cœur-là pour ce programme-là. Mais lorsque vous voulez faire un rendu, peut-être que votre ordinateur est très puissant, il a plein de cœurs. Et donc vous vous dites, j'aimerais que mon ordinateur ne consacre pas qu'un seul cœur à Blender pour faire le rendu, mais que vu qu'il en a d'autres, eh ben, il les utilise tous pour qu'ils travaillent tous en même temps, simultanément sur mon rendu et que le rendu se fasse plus vite parce que plus de calculs sont faits simultanément. Il y a certains programmes pour lesquels ce n'est pas possible, ça c'est pas pris en compte en fait, ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, même avec un ordinateur de ouf, avec 16 cœurs dedans, je sais pas combien, eh ben vous allez être bloqué parce que l'ordinateur, enfin le programme, le logiciel ne prend pas en compte le multithreadage. Et jusqu'à présent, je parle de cœur, qui en anglais se dit cores, mais ce qui est marqué sur Blender, c'est threads. Alors, le threads, c'est parce que on a une technologie assez avancée aujourd'hui qui fait que chaque cœur, lorsque n'importe quel processeur qui est vendu aujourd'hui, chaque cœur peut en simuler un deuxième. En fait, peut simuler comme s'il en valait deux. Et on appelle ça à ce moment-là des threads. Donc, lorsque ici on parle de threads, on parle en fait de double cœur. Ça veut dire que mon PC actuel a 8 cœurs, mais si je vois le auto-detected, il détecte automatiquement 16 threads, donc le double de mes cœurs. Et si vous avez un quad-core, il va vous en trouver 8. Et donc il va considérer que vous avez 8 cœurs et que 8 cœurs sont en train de travailler sur votre tâche. J'espère que c'est clair. C'est quelque chose qui est assez simple comme notion, mais pour ceux qui connaissent pas du tout le hardware ou les choses comme ça peut être, je sais pas, ça peut peut-être embrouiller un peu. En tout cas, ce qui se passe ici, c'est que vous pouvez définir le nombre de threads qui vont calculer votre rendu lorsque vous ferez dans vos performances. Si je mets Auto-Detected, Blender va automatiquement voir dans votre configuration de PC, d'ordinateur, il va dire bon bah vous avez 8 cœurs, 16 threads, je prends tout, pouf, j'ai automatiquement détecté qu'il y en avait 16, ok j'utilise les 16. Ça c'est très pratique parce que ben, du coup ça vous permet de mettre toute la puissance de votre PC entièrement dédiée au rendu, à Blender, tout ça. Mais imaginons que vous fassiez pas vos rendus pendant la nuit lorsque vous dormez, mais que vous soyez en train de travailler à côté, vous faites d'autres choses. Ben, utiliser Auto-Detected, ça veut dire que toute la puissance de votre ordinateur va être consacrée à Blender. Et donc si à côté vous voulez travailler, vous voulez jouer aux jeux vidéo, vous voulez, je sais pas, regarder un film, quelque chose, bah, vous avez un risque que votre ordinateur
RAM, beaucoup, qui ralentissent parce que toute la puissance est prise pour Blender et il reste pas grand-chose, voire pas du tout, pour vos autres logiciels, vos autres programmes en parallèle. Dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur Fixed à côté, et je veux un nombre fixe de threads qui soit consacré à Blender. Et là, je peux en choisir autant que je veux. Donc si je dis que j'en veux, je sais pas moi, ah non, pas 38, non, pas 22 non plus, ça augmente très vite ça. Si je dis que j'en veux 4 par exemple, il va dire, bon bah ok, je prends 4 threads, donc 2 cœurs de l'ordinateur, et je les consacre à Blender. Le reste, tout le reste, c'est libre et ce ne sera pas utilisé sur Blender, donc vous pourrez faire autre chose sur votre ordinateur et la puissance sera répartie sur vos différents cœurs. Voilà, moi je reste sur Autodetected, parce qu'en général mes rendus je les lance la nuit, pendant que je dors, je n'utilise pas l'ordinateur. En dessous vous avez Tiles. Alors les tiles, les tuiles en fait, ce sont tous les petits carrés que vous avez vus lorsque je fais un rendu ici, tous ces petits carrés là que vous voyez en orange, dans lesquels sont calculées les parties d'image. Les, les blenders. Blender, lorsqu'il fait son rendu, va scinder votre image finale en plein de petits carrés comme ça, des tuiles en fait qu'on appelle des tiles ou des buckets, des fois ils appellent ça des buckets, et, euh, et donc le rendu va se faire progressivement et Blender va se consacrer sur un petit carré comme ça, le remplir, un autre à côté, le remplir, et les carrés il va y en avoir autant que de threads lorsque vous faites un rendu en processeur. Blender va compter le nombre de threads que vous avez, donc 16, et il va attribuer un bucket, une tuile en fait, par threads. Donc là j'en ai 16 lorsque je fais mon rendu, si je refais rendu F12, là j'en ai 16, 4 x 4, 16. Mais si votre ordinateur a un processeur avec moins de cœurs, vous allez avoir moins de tuiles ici. Et pareil, il me semble que c'est logique, ça doit se faire comme ça. Si j'avais fait un nombre fixe de threads ici, et que j'avais dit que j'en veux 8 par exemple, lorsque je fais mon rendu, pouf, là j'en ai plus que 8 qui calculent mon rendu. J'ai que 8 buckets ici, et plus 16. Voilà. Donc on se remet sur Autodetected, et donc vous voyez rapidement le gain de temps que vous allez avoir, plus vous mettez de threads, plus ça va calculer rapidement, et si Blender ne gérait pas le multithreadé, et que c'était sur fixed à 1 en fait, s'il ne gère pas le multithreadage, et qu'on est juste à un seul processeur qui calcule dessus, disons 2, et ben votre rendu, vous devriez le faire qu'avec 2 buckets, et donc il va calculer 2 par 2 toutes les petites tuiles qui forment toute l'image complète qui est ici. Vous voyez vite que ça va prendre beaucoup plus de temps que tout à l'heure. Donc je fais échappe, donc j'annule le rendu. Et donc les différentes tuiles qui sont ici, vous avez différentes manières de les faire calculer votre rendu. Actuellement, ils sont en train de faire hyper spirale. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait les tuiles se font au centre et puis ensuite elles font une sorte de mini spirale derrière. Ça me dérange pas plus que ça fasse comme ça. En fait, j'aime bien un autre, mais je l'ai pas encore mis dans les paramètres pour que ça le fasse automatiquement. Mais il y en a d'autres ici. En fait, il y en a plein d'autres ici. J'aime bien que ça fasse le center, moi. Donc, on va vous montrer le center. On va remettre sur Autodetected. Et quand je fais F12, vous allez voir que ça commence par le centre, mais ça fait comme des cercles. En fait, ça calcule au plus proche en forme de cercle. Et donc, ça part du centre et ça s'éloigne de plus en plus sous forme de cercle. Et c'est sympa, et on voit toutes les petites tuiles qui sont en train de clignoter autour. Je trouve ça plutôt marrant. Donc c'est une autre forme de rendu qui se fait souvent comme ça. Voilà, échappe, hein, on va arrêter là. Et vous en avez plein d'autres en fait. Bottom to top, ça va commencer par le bas, ça va aller vers le haut. Top to bottom, c'est l'inverse. Left to right, right to left, voilà, de gauche à droite, droite à gauche. À vous de voir, il n'y a pas de changement de performance, enfin, il n'y a pas de changement en temps de rendu si vous choisissez l'un ou l'autre, c'est plutôt la même chose suivant les différents types en fait d'ordre de calcul. Et en dessous par contre, là vous allez avoir quelque chose qui va directement affecter les temps de rendu. Alors je ne saurais pas vous expliquer pourquoi dans la technique derrière, mais en soi, ça définit la taille des tuiles qui sont rendues. Donc actuellement, vous avez vu que ce sont des toutes petites tuiles qui font en fait 32 pixels par 32 pixels. Donc si je peux changer la taille de mon rendu, si vous vous souvenez, mais si je reviens ici dans, pas render, mais dimension ici, si ma résolution je la mets pas en 1920 par 1080, mais que je la mets 2 fois plus élevée, en changeant la 200 par exemple, vous allez avoir 4 fois plus vous allez avoir 4 fois plus de tuiles à calculer si vous les laissez en 32 par 32 parce que ça fait c'est le nombre de pixels. Et comme vous avez doublé le nombre de pixels qui est ici, en X et en Y, donc vous avez quadruplé le nombre de pixels en fait,
et ben vous allez avoir 4 fois plus de pixels à rendre. Et donc si les tuiles sont de la même taille ici, bah, ça prendra 4 fois plus longtemps. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé dans les calculs, j'ai fait ça un peu en impro, sans vraiment calculer dans ma tête, et en faisant confiance à ce qui me venait instinctivement. 4 fois plus, j'espère que c'est correct. Mais si les maths sont pas bonnes, c'est normal, c'est moi, et les maths, ça fait pas bon ménage. Donc voilà, donc la taille des tuiles ici va jouer. Et alors, ce qui est dit souvent sur Internet, sur la documentation en ligne de Blender, c'est que si vous rendez par euh, processeur, il est préférable d'utiliser des tuiles avec un petit nombre de pixels, en fait, des petites tuiles de rendu. Donc 32 par 32, c'est un chiffre qui est recommandé en ligne pour les rendus sur processeur. Si vous utilisez la carte graphique, par contre, là, il faudra aller sur des tuiles beaucoup plus grandes. On va aller sur du plus de 100, enfin 254 par 254, quelque chose comme ça. Ou 245. 254, 245. Je sais pas, j'avertis, mais un peu plus de 200, 254. Un multiple de 8 en tout cas. Oui, donc 254. Euh, Essayez de garder des multiples de 8, hein, ça c'est tout le temps relatif à l'informatique en général, toute la programmation et le hardware, en fait, la manière dont sont construits les composants de votre PC fonctionne avec un système de bits qui est basé sur des multiples de 8. Donc essayez tout le temps, autant que faire se peut, de garder à chaque fois des multiples de bits. Vous voyez 16, 32, 64, c'est tout le temps des multiples de bits qui sont utilisés un peu partout. Alors non, le 16 en fait c'est le nombre de mes cœurs, je suis en train de dire n'importe quoi, mais la résolution de départ, 64, 32, et en général les chiffres vous voyez de base qui sont liés aux performances de calcul, en fait qui sont liés à du calcul, sont tout le temps de base sur des multiples de 8 parce que ça optimise légèrement les calculs derrière. Voilà. En dessous, vous avez Progressive Refine. Progressive Refine, c'est-à-dire c'est une autre manière de calculer votre rendu final. C'est un truc à décocher si vous faites de l'animation et que vous pouvez cocher si vous faites des rendus d'images fixes, juste une image, parce qu'en fait ça va annuler tout le concept des tuiles qui est au-dessus et ça va dire que en fait lorsque je clique dessus, toute l'image va se rendre entièrement, indéfiniment. Donc je vais le faire, en fait je vais cliquer là-dessus et je vais faire un rendu F12 et là, vous allez voir qu'il n'y a plus de tuiles et tout le rendu est en train de se calculer. Et c'est pas vraiment infini parce qu'en fait, ça va jusqu'au nombre de samples que j'ai défini plus haut lorsque j'étais allé sur pas dimensions, mais je sais plus comment ça s'appelle, sampling. Là, je dis que je voulais 500 samples à la fin. Donc, il va aller jusqu'à 500 samples, mais au lieu de faire tuile par tuile, il va prendre toute l'image et il va y aller progressivement, il va dire que bon bah toute l'image, je commence, je lui mets un sample, deux samples, trois samples, jusqu'à ce que j'atteindrai les 500. Alors qu'avant, il faisait ça mais par petites tuiles. Il va dire, je prends la première petite tuile, je vais à 1 jusqu'à 500, puis je prends la deuxième, je vais de 1 jusqu'à 500, en termes de résolution en fait. Ça c'est le raffinage de l'image. Je vous explique tout ça dans la prochaine vidéo qui sera sur justement le path tracing dans Blender et je vous explique la technique derrière, enfin comment ça fonctionne, et vous comprendrez beaucoup mieux en quoi ça raffine en fait le rendu. Mais du coup, lui, au lieu de faire par bucket de 1 à 500 comme ça, il va prendre toute l'image en tant que une seule tuile de rendu, et il va essayer de progressivement raffiner l'image. Là, on voit rien parce que le cube, il est déjà très bien, il est déjà nickel, mais dans des images beaucoup plus complexes, vous allez avoir du grain pendant très longtemps. Et en fait, tant que vous avez du grain, eh ben, il va raffiner, et l'image va être de meilleure qualité, va toujours être avec un meilleur piqué, fait une meilleure qualité, tout du long. Et en fait, le Progressive Refine, ça vous permet de rester comme ça jusqu'à ce que vous ayez atteint le maximum. Donc, imaginons, vous mettez un maximum délirant ici, vous pouvez mettre 100 000, on imagine que vous mettez 100 000 ici, et ben, vous pourriez mettre Progressive Refine, lancer le calcul et vous dire je vais certainement pas aller jusqu'à 100 000, pas attendre que ça atteigne 100 000. Par contre, sur mon image fixe, je regarde, je reste ici, je regarde ou je reviens un peu plus tard. Et puis dès que je considère que j'ai assez de qualité dans mon image et le grain est assez faible, eh ben j'annule le rendu. Je fais échappe et du coup j'arrête et ensuite j'enregistre une image. Et vous pourriez vous dire que du coup,
eh ben, vous êtes au plus précis, vous déterminez vous-même à l'œil la balance entre temps de rendu et qualité d'image. Donc vous attendez, et tant qu'en fait vous avez trop de grains dans votre image, vous laissez calculer, et dès que vous considérez que vous avez assez diminué le grain, eh bien vous dites bon bah j'arrête là, hein, l'image me satisfait, elle est de bonne qualité. Ça c'est le Progressive Refine. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas activé par défaut? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte, ceux qui ont fait les tests, les calculs, tout ça là-dessus, de manière bizarre, on ne sait pas vraiment l'expliquer, mais en soi, le Progressive Refine a tendance à être légèrement plus lent pour un même rendu en fait. Le rendu va prendre un peu plus de temps avec le Progressive Refine qu'avec les tuiles. Et on ne sait pas encore trop pourquoi, mais c'est comme ça. Donc en soi, si vous utilisez les tuiles, vous avez un rendu qui, pour la même chose, sera un peu plus rapide qu'avec le Progressive Refine. Voilà, c'est tout. Save buffers. Ici, vous allez, alors je le décoche quand même, Progressive Refine. Save buffers, ça veut dire que vous allez enregistrer sur votre disque tout ce qui est Lightpath et calque et tout ça. Mais les calques et tout, on va en parler plus tard dans une autre vidéo. Donc, vous préoccupez pas de ça pour l'instant. Ensuite, donc tout ça c'était des performances de rendu. Ici, on voit sur le viewport. Donc le viewport, c'est dans votre scène 3D, donc pas ici, mais là, dans votre viewport. Qu'est-ce qui est affiché en temps réel là, lorsque vous bougez? Parce que ça aussi, il faut utiliser des ressources pour vous l'afficher à l'écran, pour faire tourner pour faire tourner le cube et tout ça, tout affiché à l'écran ici. Calculer que ce soit gris, même si vous faites Shift Z ou alors que vous allez ici dans Render, dans le view Rendered, eh bien il va falloir utiliser des performances pour afficher à l'écran ce qu'il y a ici. Donc, ça c'est le BVH, j'ai oublié l'abréviation de... Pourquoi? Attends, c'est quoi? Faster Updates, Faster Render? Non, ils disent Dynamic BVH, je sais plus, ils mettent pas l'acronyme à quoi ça correspond, j'ai oublié. Mais en gros, vous avez Static ou Dynamic BVH. En gros, avec ça, avec le Dynamic, vous allez pouvoir, lorsque vous faites vos prévisualisations ici, vous allez pouvoir interagir avec vos objets, même en pleine prévisualisation. Et donc, vous pouvez sélectionner, transformer, bouger vos objets, même si vous n'avez pas vos widgets. Lorsque vous êtes assez confiant et que vous comprenez assez bien Blender, que vous êtes assez habitué, là, je peux faire un clic droit, même si c'est pas entouré en orange. Je sais que j'ai sélectionné mon cube, et si je fais G, je peux déplacer mon cube, je sais qu'il se déplace. Si je fais G, Z, je sais que je vais le déplacer sur l'axe Z, et ça fonctionne très bien. Et je peux tout manipuler Blender, mais comme je connais bien mes raccourcis et que je sais bien ce que je fais, ça fonctionne. Et donc je vais pouvoir utiliser comme je le veux le Blender, même en mode prévisualisation. Si par contre vous mettez en static BVH, là je peux encore, parce que j'ai un ordinateur assez puissant, là vous voyez que ça grésille quand même pas mal. Il y a beaucoup de... Ça pixelise beaucoup, à chaque fois que je bouge, ça pixelise beaucoup, parce qu'en fait, je peux encore modifier, tout bouger, faire des transformations sur mon objet, mais ça nécessite un recalcul complet de tout plein de choses, tout plein de paramètres derrière, mais par contre, ça rend plus vite. Le rendu sera fait beaucoup plus rapidement. Donc si je passe de Shift Z là comme ça de suite, le rendu qui a été fait là, fou, ça se calcule très 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 vite. D'accord? Euh, mais dès que je fais une modification, une transformation, ça nécessite de refaire un calcul à la base avant de faire le rendu, de recalculer toute la scène, de reprendre en compte toute la scène, réanalyser la scène avant de faire un rendu. Ce qui prend très peu de temps, c'est instantané. Là, à mon écran, on voit pas la différence de temps parce que c'est juste un cube et mon ordinateur est assez puissant. Donc ça se voit juste avec les pixels, les gros pixels que vous avez au tout début lorsque je bouge mon cube, et c'est tout. Mais peut-être qu'avec vos ordinateurs, si vous avez une configuration un peu moins bonne que la mienne, bon, je dis pas que j'ai le meilleur PC du monde, mais je dis qu'il a quand même de bonnes performances, et si jamais parmi vous il y en a qui ont des moins bonnes performances, vous le verrez plus facilement avec le Static BVH. Vous ne pourrez pas faire de transformation dans ce mode de prévisualisation de rendu en fait. Ou alors ça va juste prendre plein de temps parce que Blender devra recalculer tout ce que vous avez dans votre scène, puis lancer la prévisualisation. Donc là, juste avec un cube, ça va. Mais si vous avez une scène beaucoup plus complexe, avec des matériaux, de l'éclairage, plein de choses, ça peut vous gêner parce que vous allez vouloir faire une modification, vous allez devoir attendre sans voir rien à l'écran, ça va juste recalculer votre scène, et puis ensuite, quand ça aura fini de recalculer votre scène, ça va commencer à faire un rendu. Alors que Dynamic BVH, ça
calcule une fois la scène dans laquelle vous êtes, puis ça lance les rendus, et lorsque vous faites des transformations, ça va plus vite sur la partie rendu, faire la prévisualisation, mais le rendu prend plus de temps à se faire, parce que ça change de manière de calculer les rendus. Voilà, donc en fait, Dynamic, vous pouvez facilement tout transformer au coût d'un temps de rendu un peu plus rapide, un peu plus lent, alors que le statique, le temps de rendu sera plus rapide, mais par contre, vous devrez recharger votre scène quand vous ferez des transformations à chaque fois. J'espère que c'est clair, parce qu'en fait, avec mon ordinateur et la scène que j'ai actuellement, c'est difficile à montrer. Donc j'espère que c'est clair et que vous comprendrez ça. Après, c'est pas non plus l'outil le plus crucial dans Blender. Le truc que vous devez absolument savoir et comprendre, c'est un petit truc à côté qu'il est bien de savoir, connaître, et puis je veux que mon tuto soit assez complet, quoi, c'est tout. Le start résolution en dessous, ça veut dire que lorsque ça lance la prévisualisation, ça commence à quelle résolution? Ça commence avec une résolution de 64. Voilà. Vous pouvez changer cette résolution ici. En dessous, vous avez Final Render. En fait, je sais pas pourquoi ils ont nommé ça Final Render, mais en tout cas, Persistent Images, ça veut dire que ça enregistre les datas, toutes les données de l'image dans votre ordinateur, dans votre disque dur, pour que si vous devez re-rendre votre image, si vous devez refaire un rendu, l'image est assez complexe, il y a plein de données sur les matériaux, des lumières et tout ça, si vous devez re-rendre votre image, ça prenne moins de temps à re-rendre, parce qu'en fait il va repiocher dans ce que vous avez déjà fait avant, le rendu précédent, et donc si c'est la même chose, il va pas toucher, donc il va annuler du calcul, et si par contre c'est différent, là il va recalculer, il va refaire des choses. Donc les rendus iront plus vite pour la prévisualisation, mais à chaque fois il enregistrera ça sur votre disque, et je vous assure que ça prend très vite beaucoup d'espace sur votre ordinateur, donc soyez sûr de faire attention, d'avoir beaucoup d'espace et de vider après. Ça s'enregistre dans un dossier temporaire qu'il faut trouver, et il faut le vider régulièrement, parce que bon, certes ça gagne un peu de temps sur les rendus et c'est toujours bon et satisfaisant d'avoir un rendu qui se fait rapidement, mais derrière ça m'est arrivé quand je l'avais trouvé, ça j'ai dit bof, un peu d'espace en moins sur l'ordi, pas grave, je l'ai cliqué, et puis au bout d'un moment l'ordinateur ramait, il y avait plus de place, je savais pas d'où ça venait, c'était vraiment incroyable, et ça venait juste de ça. Donc faites attention vraiment à votre espace disque lorsque vous cliquez là-dessus. Acceleration Structure, Spatial Splits, il faut que j'ai un léger trou de mémoire juste en faisant la vidéo ici. Bon, en gros ils te disent que Longer Builder Time, Faster Render, donc ça prend plus de temps à construire la scène, par contre ça gagne du temps en rendu. En fait c'est la même chose que le BVH, que le dynamic et le statique, c'est-à-dire qu'avec ça vous allez prendre plus de temps à construire votre scène lorsque vous ferez votre rendu final, mais par contre le rendu sera plus vite. Use Hair BVH, le BVH c'est la construction de votre scène en fait, l'enregistrement de tout ce qu'il y a dans votre scène et tout avant de faire le rendu. Il y en a un particulier lorsque vous faites des rendus de cheveux, avec les particules de cheveux, et ça je vous conseille de l'activer, parce que c'est juste pour le cas où vous faites des cheveux et il est bon de l'avoir d'activer. Le dernier truc en dessous qui est ici, c'est Auto Tiled Size, qui peut se dérouler ici avec des paramètres plus particuliers. Ça c'est un plugin, c'est un add-on que j'ai activé en plus dans Blender, qui se trouve dans les paramètres utilisateurs, qui permet de gérer. Je l'avais mis ça il y a longtemps en fait, et je l'ai gardé parce que pourquoi pas. Je suis pas très bon en maths, et en fait il calcule automatiquement par rapport à la configuration de mon PC quelle est la taille des tuiles optimale en fait qu'il faut pour... Ah c'était 256 pas 254 tout à l'heure. Bref, la taille optimale pour gagner du temps lorsqu'on fait les rendus, la taille des tuiles je veux dire. Donc là je suis sur un rendu sur processeur, donc 32, une taille de 32 par 32 pixels pour chaque tuile, c'est optimal. Si j'étais sur sur ma carte graphique, je passerais peut-être plus sur du 256. Et lui il pourrait le détecter automatiquement par rapport à la configuration PC que j'utilise, et par rapport à ce que j'ai dit à Blender que j'utilisais pour faire les rendus. Donc si je vais dans File, que je vais dans User Preferences, alors désolé ça s'ouvre un peu à côté parce que j'enregistre sur une fenêtre réduite, et si je vais dans Système, j'ai dit ici que je rendais sur ma carte graphique ici.
Et non, je peux utiliser ma carte graphique pour le display, donc pour l'interface utilisateur, mais j'utilise la technologie CUDA pour rendre, donc avec mon processeur. Voilà, Open Subject Compute, CPU. Voilà, voilà. Et donc vous pouvez préciser ici ce que vous utilisez, vous, pour rendre. Ok, et je pense que j'ai fait le tour de tout ça. En dessous, donc Post-Processing, vous avez un autre petit onglet ici. Et ben en fait, je passe dessus juste pour vous dire que lorsqu'on fera du post-processing, ça veut dire de la composition d'images, donc après avoir fait les rendus, et ben vous allez pouvoir, vous avez tout un système nodal et toute une fenêtre consacrée juste à la composition dans Blender. Et donc là, vous allez pouvoir dire que vous utilisez ce système nodal, vous utilisez tout ce que vous avez fait dans cette fenêtre, sinon bah, il va faire votre rendu, il va vous le laisser sans la retoucher, votre image. Et si vous utilisez le séquenceur avec de la vidéo et que vous faites des montages vidéo et tout ça, et ben utilisez les données que vous auriez mis, enfin tout le travail que vous aurez fait dans votre séquenceur, ben l'utilisez lorsque vous faites votre rendu. Il faut cocher ces deux boîtes, sinon et ben vous aurez fait tout plein de travail dans des fenêtres Blender avec plein de trucs compliqués et vous vous serez cassé la tête et lorsque vous ferez votre rendu, vous verrez rien parce que ce sera décoché. Donc c'est juste cocher ces deux trucs, c'est tout. Donc ça y est, c'est vite fait, je passe sur processing, c'est très vite fait. Et le bake qui est à la fin, comme je vous l'ai dit, c'est un gros chapitre qui concerne essentiellement les textures, l'éclairage, plein de trucs. En tout cas, le bake ici concerne les textures et l'éclairage et les shaders et tout. Bake, c'est un terme générique qui est employé pour différentes parties dans Blender, parce que même dans les simulations de physique, vous allez avoir du bake aussi, et c'est légèrement différent que celui que vous allez avoir là. Le principe fondamental est plutôt le même, mais il y a des différences. Et c'est quand même un gros chapitre, vous avez plein de boutons, et ça concerne pas que ce panneau-là, il y en a dans d'autres panneaux à côté qu'il faut voir, donc tout ça, ça fera l'objet d'un tuto en particulier qui viendra plutôt plus tard dans cette série, parce que ça concerne aussi le rendu. Je vous remercie tous pour le support que vous m'apportez sur YouTube avec vos commentaires et vos j'aime. C'est toujours aussi touchant. Il y a de plus en plus de commentaires. La chaîne démarre bien. Enfin, démarre, ça fait plus de 2 ans maintenant, mais elle avance très bien. Et j'imaginais pas un tel succès. C'est vraiment très encourageant. J'ai fait un planning de fou pour la suite. J'ai prévu des tutos pour au moins 2 ans, 2 ans à venir là. Il y a beaucoup, il y a tout un gros programme qui est très chargé. Donc je me motive aussi. Je me force à pousser un peu les limites, à essayer d'aller apprendre des trucs un peu partout. Je vous promets un programme de folie. Donc continuez de me suivre. Merci encore pour votre support. Et puis je vous dis à très vite. Salut!